Ouais. Antenne A va commencer. Ouais. Oui. Mais lui, il a grisé. Ah, ok. C'est bon? Tu dis quoi, patron? Ah, tu voulais voir la commande, là? Hein? C'est git config -gobo credential.helper et puis store. Toi, tu as dit ça rentre dans la vidéo, hein? Credential.helper espace store. Merci, Paul. Merci, Vernon. T'as tout compris. Voilà. Pendant toi, tu as le même contexte? Ton prénom est un peu dans le jeu. C'est bon? Patron, c'est bon? Ok. Mais tu m'as pas dit pour le formulaire. Ok. Donc, on revient ici. Voilà. Le produit sont là. Alors, on reste sur des produits locaux. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On avait déjà mis un bottle, un calou. On va mettre, non, on avait déjà. C'est le nom de quelqu'un, mon frère. Hein? Comme ça, non? C'est fondu, hein? Voilà. Alimentaire, le prix, 2000. Mais moi, je veux juste qu'on observe quelque chose. Ce que je voudrais qu'on observe, c'est que quand on clique sur enregistrer, il va enregistrer. La seule chose qui nous montre qu'il a enregistré, c'est que on voit une nouvelle ligne là qui va s'afficher. Quand j'ai fait ça, voilà, il affiche juste la nouvelle ligne. Mais euh, on aurait quand même voulu afficher un message en bas pour dire par exemple produit enregistré avec succès, ceci, cela. Pour ça, on la Laravel, non? Vous n'allez même pas chercher à vous compliquer la vie. On va juste venir ici. Si on a la connexion Internet, c'est là que on va entrer dans une autre utilisation de Composer. On avait utilisé Composer Create Project et puis Composer Install. Maintenant, ici, on va faire Composer Require. C'est pour dire, j'ai besoin que tu injectes dans mon projet une librairie que je vais utiliser au sein de mon projet. Composer Require, Composer Require. Et ici, on va donner le nom de notre package. Bon, après, les noms de package, c'est des gens comme moi et vous qui créent ces packages et qui les mettent sur GitHub. Bon, ils mettent sur GitHub, après ils synchronisent avec Packages et ça fait que toi, tu peux tirer ça aussi. Nous, on va installer une librairie qui s'appelle Toaster. Et pour cela, les gars qui a créé ça s'appelle Yuns, je pense, comme ça. Il s'appelle Yuns et puis slash Toaster. En fait, Yuns, c'est le propriétaire de la librairie. Toaster, c'est le nom de la librairie. Non, 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 c'est comme ça. Vous voyez? Mais vous n'êtes pas obligé de retenir le Yuns là, hein. Non, vous pouvez aller. Oui, oui, oui. C'est le nom de quelqu'un. Si tu as mal écrit ça, tu peux aller. Voilà. Moi, je l'ai bien écrit, j'ai pas de problème. Donc, dès que tu as tapé, c'est bon. Mais, tu peux aller sur Google. Tu tapes Yuns, je sais pas moi, Toaster. On va te montrer le vrai nom au cas où tu écris mal. Mais bon, tellement nous on l'a installé plusieurs fois, les noms là est resté, hein, c'est photographié dans ma mémoire. Donc du coup, c'est facile pour moi de pouvoir
tes pouvoirs. Donc, vous faites juste ça. On attend un peu. Voilà. Et regardez ce qu'il vous dit ici. Il y a des messages comme ça qu'il faut souvent lire. On dit, Package Yun's toaster is abandoned. You should avoid using it. Use PHP Flasher, Flasher Toaster Laravel instead. En fait, en réalité, il vous dit tout simplement que le projet a été abandonné au profit de PHP Flasher. Donc, Yuns là, il n'est pas encore, il n'est plus genre à jour. Maintenant, ce qu'il lui fait, c'est quoi? C'est qu'à la place de vous télécharger Yuns, il prend PHP Flasher. Regardez. Il n'a pas téléchargé Yuns, mais PHP Flasher. Ça y est. Downloading PHP Flasher. Comme Yuns Toaster, c'est la librairie qui était plus connue, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont que ça dans la tête. Eux, ils font juste une redirection. Quand tu tapes, c'est comme, bon, je me rappelle un peu à une époque, j'ai travaillé dans une société, et puis on a déménagé. Et quand on a déménagé, le lendemain, je suis venu là où on travaillait là. J'ai oublié qu'on avait déménagé. Donc, ah, ça t'est- Donc, c'est pareil. Lui a compris que, comme a déménagé, donc, au lieu de te dire, va à l'autre adresse, lui te montre déjà comment aller, c'est ce qu'il est en train de faire. Mon explication était un peu terre à terre. Hein? Une redirection, oui. Ouais. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. J'arrive. Comment est-ce qu'on va Donc voilà. Donc il faut juste être un peu patient avec Composer parce qu'il dépend de votre connexion Internet. Bon, on sait que la nôtre elle est pourrie, hein. Generating optimized autoload files. Donc, mais là, ça signifie qu'il a déjà tout installé, hein. Il est juste en train de rafraîchir tout le composant au niveau de notre vendor. Parce que il a déjà fait le downloading, installing. Donc, on patiente juste un peu. Et puis, il a honte ou quoi? Je vais d'abord mettre une pause. Oui, composer. Ça y est là. Composer require events. Voilà. Donc, juste avec ces fameux euh, packages qu'on a installés, tout ce que j'ai à faire ici, ce que je reviens dans mon code source, au niveau de produit, quand je fais un retour, c'est-à-dire quand j'ai enregistré, je vais faire un retour, je vais maintenant mettre au fait un message. Je vais mettre un message que je vais juste, en fait, toaster comme ça. Et puis je vais dire produit enregistré avec succès. Juste ça. C'est tout. Et donc, si je reviens là, je mets encore un autre. Bon, non, voilà, c'est. Bon, euh, bah, ça fout, hein? Ok, alimentaire. 1000 francs. Quand je vais faire enregistrer, vous voyez, produit enregistré avec succès. Vous n'avez même pas eu besoin d'aller, c'est pas moi, installer. Euh, voilà. En fait, en réalité, c'est le front-end, tout simplement. Maintenant, lui, il capture la session parce qu'il gère, tu vois, le toaster là, c'est comme une session euh, euh, éphémère. Déjà, dès qu'elle s'affiche, elle disparaît, c'est bon. Parce qu'il y a des sessions qui restent et des sessions qui sont éphémères. C'est fait en JavaScript. Ça mélange du PHP et du JavaScript juste pour que toi tu l'affiches. Donc, en fait, pour faire ça au début, c'était beaucoup d'acrobatie. Mais vous faites juste composer require units slash toaster et puis voilà. Donc, pareil que lorsque vous avez un problème. Donc, euh, quand vous viendrez ici, là où il y a des problèmes, donc trouble, ici c'est quand vous avez une erreur, hein. Alors, souvent, il faut utiliser la classe d'erreur de type exception, hein.
exception. Je vous conseille d'utiliser exception qui est au OK. La vidéo, la vidéo est en cours d'enregistrement. Quand il y aura une erreur, il faut aussi dire toaster. Mais ici, cette fois-ci, toaster a la possibilité, vous dites par exemple toaster. Vous voyez ici, moi j'ai dit toaster success. J'ai mis juste le sac comme ça. Mais vous pouvez lui dire, euh, attendez, faites ça. Vous pouvez faire toaster erreur, vous voyez, et puis vous dites une erreur est survenue. Alors, une erreur est survenue. Donc, ici, vous pouvez faire, moi j'ai fait toaster, il a lu comme ça, mais vous pouvez faire ça comme ça. Toaster success. Parce que vous avez le success, ouais, vous avez le success, vous avez le error, et puis vous avez le warning, avertissement. Voilà. Donc, avec ça, une erreur est survenue. On ne veut pas afficher l'erreur là, c'est quoi? Parce que pour des questions de sécurité, regardez par exemple, moi je vais causer euh, un problème au niveau du système. Au lieu de prix avec X, je vais mettre prix avec 2X. Hein? Si on met 3X là, c'est trop compliqué. Donc 2X. Bon. Alors, ça va poser un problème. Et quand il pose un problème, il va entrer dans la gestion d'exception. Si je n'avais pas mis ça, ça va vous sortir un truc bizarre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, là, moi, je mets ça, il va entrer dans l'exception. Et dans l'exception, attendez, donnez-moi encore un autre nom. Bon, Ngoki. Ngoki, là, c'est comment on écrit ça? Ngoki comme ça, non? Voilà. On va mettre 5000. Bon, j'ai fait ça comme ça. Vous voyez? Vous voyez l'erreur qui dit une erreur est survenue. Il n'a pas affiché l'erreur. Pourquoi? Maintenant, si, par exemple, je viens, je dis, bon, affiche-moi l'erreur là. Au lieu de une erreur est survenue, je vais dire get message. Parce que est un objet, exception, get message. Il va me dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'enregistre encore. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, monsieur. Alors, vous voyez ce qu'il dit? Il vous montre un truc, SQL state, colonne not found, nanana, unknown colonne. Il vous dit qu'il ne reconnaît pas la colonne prix avec deux X à la fin. Ça, il faut jamais afficher ce genre de message au client. Ça aide les pirates à comprendre la structure de votre système. Parce qu'un pirate, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va voir, ah, donc, pour insérer le produit, je vois ici, c'est la table produit. Il y a les champs produits, catégorie, prix, updated, ah, il comprend. Et si c'est sur de tables sensibles, par exemple, les tables où on gère les utilisateurs, un hacker va comprendre tout de suite comment est structurée ta table et il va trouver des mécanismes pour te hacker. D'où, au lieu d'afficher ce message-là comme ça, on n'affiche pas ça. C'est ça qui va nous pousser à configurer un logger, c'est-à-dire qu'il y ait un système de journalisation dans votre système. Un système de journalisation vous permet d'enregistrer les erreurs dans un fichier. Et quand on va vous dire qu'il y a un problème, l'utilisateur te dit, dans telle page, on me dit, une erreur est survenue. Toi, tu comprends tout de suite qu'il faut aller voir dans les fichiers de généralisation pour voir l'erreur, c'est quoi. Pour éviter que l'utilisateur te dise, on m'a écrit SQL, un truc. Ça, c'est dangereux. Donc, c'est ça qu'on va faire au niveau de la Ravel. On doit configurer cette journalisation. Pour ça, on revient dans le dossier principal. Il y a un dossier qui s'appelle config, hein. On entre dedans. Et il y a un fichier qui s'appelle logging. Donc, voilà ce que je disais. Désolé, j'avais ouvert ce fichier pour répondre à son problème. Je disais que il faut gérer au fait le fichier de log. Le fichier de log. Alors, le fichier de log, on était entré dans la partie config, hein, toujours. Vous êtes des amoureux de la vidéo, hein? Ah, ah,
Ah. Donc, ça me rassure qu'à la fin, je peux avoir un 200, 200, 200 parfait. Hein? Donc, observez bien cette partie, hein, elle est importante. Donc, on va configurer la journalisation. La journalisation, c'est le fait d'avoir un mécanisme de gérer des fichiers d'erreur. Donc, par exemple, là, je vais cliquer sur Loading. À l'intérieur, je vais venir ici, vous voyez, il y a Deprecations, ne vous occupez même pas de ça. Vous allez descendre en bas, vous allez trouver ce qu'on appelle Channels. Et parmi les canaux, hein, Channels, le canal canaux, parmi les canaux, on a Stack, on a Single, on a Daily, on a Slack, parce que vous pouvez même connecter votre Laravel avec Slack. Le Slack qu'on utilise là, vous connectez ça avec Laravel. Et chaque fois qu'il y a des erreurs, il va envoyer ces erreurs-là sur Slack. Ah ouais, ah ouais. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ici, mais nous, ce qu'on va faire pour un début, on va essayer en fait d'enregistrer nos logs dans un fichier propre à nous qu'on va créer au niveau du système. Et pour ça, on va venir là où il y a single. Vous voyez, on va copier single. Voilà. Je copie single, je descends en bas, je colle. Et là où il y a single, au lieu d'avoir deux singles, je vais seulement avoir un single, mais je vais renommer mon fichier de journalisation. Ici, je vais lui donner un nom, par exemple, MSP pour dire ministère de la Santé. C'est comme ça que je vais le nommer. Et puis, quand je descends en bas, driver, c'est le pilote, hein. Le pilote, on va laisser single. Path, path, c'est les chemins où sera stocké mon fichier log. Et ici, mon fichier log va être stocké dans storage path. Storage path, en fait, c'est une fonction, ce qu'on appelle un helper function, qui permet de se positionner dans ces dossiers-là. Il y a un dossier qui s'appelle storage. Donc, quand vous faites storage path, c'est comme si vous vous positionnez dans ces dossiers. Et à l'intérieur de ces dossiers, il y a un sous-dossier qui s'appelle logs. Et ici, il y a la Ravel. Mais nous, on va maintenant dire, nous, on veut un fichier qui va s'appeler msp.log. C'est pour dire que dans storage, il y aura un fichier qui va se créer. Vous n'êtes pas obligé de le créer, hein. Il va se créer quand il y a erreur. Il va se créer, il va ajouter les erreurs. Et on va regarder ici, on a écrit replace placeholder at true. Bon, ne gérez pas ça. Hein, les remplacements du placeholder à true, ne gérez pas ça. Par défaut, il vous dit que les niveaux, au fait, d'erreurs que vous allez mettre vont être les erreurs de type debug. Parce qu'il y a des erreurs de type information, des erreurs de type erreur, mais ça, c'est debug, dans les débogages. Après avoir fait ça, regardez maintenant comment je vais appeler cette journalisation-là au niveau de mon contrôleur. En arrivant ici, là où j'affiche les messages, je n'affiche pas ces messages, j'ai fait ça. Ici, je vais dire une erreur est survenue. Vous voyez? Et puis, en bas, avant ça, je vais dire log, donc L-O-G, et je dois me rassurer que je tire log du package illuminate, hein, c'est pas dire oh, illuminati, non. Illuminate anti-slash support, anti-slash facade, anti-slash log. Je sais pas si vous voyez ça au-dessus, hein. Voilà. Quand vous cliquez, et puis vous pouvez faire deux points, canon, canal. Et ici, le canal que vous utilisez, c'est MSP. Parce qu'on avait créé un canal qui s'appelait MSP dans le login. Et ici, maintenant, vous allez lui dire, bon, ça va être un message de type erreur. Et error, et c'est ici que vous allez dire get message. Voilà. Donc, on va continuer avec notre erreur là. Je reviens ici. Alors, il y a aussi une chose hein, que vous allez comprendre. Quand vous travaillez, vous faites des modifications au back-end. Quand vous revenez au front-end, vous n'êtes pas obligé de rafraîchir. Ça va être pris en compte parce que le front-end appelle le back-end qui a été mis à jour. Quand vous modifiez le fichier front-end, par exemple le fichier Blade, en ce moment, vous êtes obligé de rafraîchir pour que ça soit pris en compte. C'est là la différence entre le back-end et le front-end. Là, je n'ai pas encore, j'ai pas rafraîchi, mais quand je vais cliquer ici, regardez ce qu'il va dire, une erreur est survenue. Mais quand on va maintenant entrer dans notre dossier log, storage, log, on a maintenant un fichier qui s'appelle msplog. Quand on va cliquer dessus, l'erreur là est là.
Et c'est ici que vous allez venir voir, ah, il y a... Maintenant, là, c'est sous votre contrôle. Seul vous-même, vous voyez. Ah, l'erreur qui est survenue là, c'était ça. Ah, donc il y a un champ pris avec deux X. C'est pas le cas. Et vous corrigez. L'utilisateur ne saura même pas c'était quoi le problème. Vous voyez. Donc vous faites les choses tout en évitant que le hacker, les pirates, son problème, en fait, je vais vous expliquer le problème du hacking. Le pirate n'entre pas quelque part. C'est comme quelqu'un qui veut casser chez toi pour entrer chez toi. Il a besoin de la clé pour entrer chez toi. Il ne peut pas entrer par magie chez toi. Le pirate, il fait tout. Oh, quand quelqu'un est entré dans mon réseau, quelqu'un est entré dans ma machine. Non. Il a trouvé ta clé pour se connecter à ta machine. Et le pirate cherche toujours les informations sensibles pour savoir comment il va te hacker. Ça prend pas un jour, ça prend du temps. Il va analyser, ah, regarde comment il fait, ah, ok. Donc, moi, j'ai la capacité de passer par le JavaScript pour injecter une information si lui n'a pas géré ça au niveau du backend. Et on peut injecter des informations. Le, les logiciels qui font quoi? Hmm. Ouais, tu vois même par le formulaire. Quand tu as un formulaire, tu as les champs, non? Les types de champs. Les noms de champs là. Souvent, les erreurs qu'on fait, d'ailleurs, moi j'ai fait ces erreurs, c'est de nommer le nom de champ de formulaire le même nom que dans la base de données. C'est très déconseillé pour des questions de sécurité. Oui, oui, oui. C'est très déconseillé parce que ça donne l'idée de la structure de ta table. Avant même que je n'entre, je peux voir à quoi ressemble ta table, quels sont les noms du champ. Maintenant, moi, j'ai la capacité de changer les noms là. Comme ça, chez moi, tu ne vois pas. Tu ne pourras pas savoir. Toi, tu vas penser que c'est pas le cas de l'autre côté. Ça, c'est, tu vois, voilà, une façon d'aborder. Pendant qu'on code, on doit aussi tenir compte de la sécurité. Et voilà, voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, après, est-ce que chaque fois, vous serez obligé de faire ça? Genre, il faut venir se connecter. Déjà, pour voir le log, il faut se rassurer que vous avez, comment vous appelez ça? Vous avez accès au FTP. Quand je dis FTP, c'est que vous avez accès au fichier. Et vous devez venir ouvrir ce fichier-là qui s'appelle MSP log. Maintenant, au cas où vous voulez carrément avoir un tableau où vous voyez ça et vous sécuriser, il y a un package qu'on va chercher ensemble avec vous. Ça s'appelle Log Viewer. Cette fois-ci, je ne veux pas deviner le nom du gars qui a créé ça. Je vais juste écrire Log Viewer, Log Viewer Laravel. Quand j'ai fait ça, il va me montrer le nom du gars qui a fait ça. Voilà. Le gars s'appelle qui? Tu vois, c'est beau à voir. Le gars, il est là. Euh, Documentation, get started. J'ai fait ça. Voilà. Le gars s'appelle Optozio Log Viewer. Donc, vous allez juste faire composer require et puis vous tirez le nom du gars. Donc, c'est ça. Vous prenez ça. Donc, vous venez ici, vous allez dire composer require et puis vous collez le machin là. Vous devez juste connaître le nom du package, Log Viewer. Maintenant, après, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce même package. Mais son package est plus intéressant. Donc, on fait ça. Running Composer, Dave, nanani, voilà, vous attendez. Il va installer Generating Optimized Auto Files. Et puis, quelques patience. On patiente un peu. Vous voyez, non, c'est la vie vraiment des développeurs est devenue très facile. Donc, s'il fallait vous-même mettre en place le log viewer là, donc tu travailles seulement, tu poules ça et puis ça vient. Et puis tu utilises ça. C'est assez intéressant. Alors, chez moi, ça met un peu du temps. Je sais pas pourquoi, si j'ai beaucoup de cache. Euh, que certains d'entre vous ont déjà installé ça. Patron, dis-moi chez toi, c'est bon? Ok. Ouais.
OP code SIO. En fait, c'est pour dire opcode.io. IO, là, input output. C'est une extension de domaine. Il a pris ça comme ça. Il a la haine, lui. Donc, on va patienter un peu. Et remarquez que chaque fois que vous allez faire composer require, pendant qu'il va trouver vos informations, il va quand même continuer à vous informer que le package Yearns Toaster est abandonné. Il continue de vous rappeler ça. Ne vous occupez pas de ces messages. C'est bon? Ah, voilà. Ah, tu devais me donner ta machine, hein, boss. Donc, c'est bon. Du projet, oui. Tu dois être dans le projet. Oui. Donc, avec ce que j'ai fait là, avec ce que j'ai fait là, il va vous demander de faire PHP Addison Vendor Publish. Donc, on va dire PHP Addison Vendor, euh, Vendor, deux points, Publish. Et puis, tag Laravel-assets. Voilà. Si ça pose un problème, vous pouvez. OK. Vous voyez quand vous avez installé, regarde ce qu'il vous dit à la fin. PHP Addison Vendor, deux points slash. Il vous demande de taper cette commande-là. C'est tout simplement pour injecter certains. euh, Vous voyez, par exemple, Toaster, quand il est venu, il y a des choses qui restent dans sa configuration normale. Et quand vous faites ça, ça va, par exemple, vous ajouter un dossier. Attendez, au niveau de vos fichiers. Quand vous venez ici à config, vous verrez maintenant que il y a, il y a souvent des nouveaux fichiers qui s'ajoutent. Si ça marchait, oui. C'est les fichiers de configuration de Toaster, par exemple, ou bien PHP. Voilà. On n'avait pas publié ça, non? Ah, ok. Donc, c'est bon. Maintenant, quand vous avez installé le monsieur là, comment il s'appelle le monsieur en question? Euh, le monsieur là, Log Viewer. Alors, il va vous demander d'aller sur votre application et de faire juste Log Viewer. Viewer. Quand vous faites ça, alors, vous voyez, il vous demande de publier ça. PHP Addison Vendor Publish Tag Log Viewer Asset. Bon, force là, c'est pour dire que si ça ne marche pas, alors vous forcez la commande. Je reviens ici, je colle ça. Vous voyez? PHP Addison Vendor, deux points publish, tag log viewer asset. Et puis, vous n'êtes pas obligé de mettre force. Force là, c'est pour, si ça échoue, il va créer ça obligatoirement. Et quand vous faites ça, maintenant en revenant ici, si vous rafraîchissez encore, regardez ce que ça vous montre. Ça vous montre maintenant un bon fichier. Vous pouvez voir les erreurs. Vous voyez? Maintenant, si je viens, là, je change encore ici les types d'erreurs. Au lieu de prix, je vais mettre, par exemple, je change de prix. Je vais mettre catégorie avec S à la fin. Quand je vais enregistrer, oh, ouais. Donc, je vais copier ça. Je colle ça ici. Et je reviens ici pour continuer. Voilà. Produit. Pour le produit. Ici, on va mettre quoi? Euh, euh, ah, mais les noms de chez nous, là, bon, c'est compliqué, hein? On met quel nom? Toi qui aimes les... Comment tu écris? Comme ça? Comme ça? DJI? C'est avec N au début, non? Ah, voilà. Non, c'est bon. Il a dit que est-ce que si on met le N là, est-ce que ça va changer de goût? Ok. Quand j'ai fait enregistrer, il y a toujours une erreur qui est survenue. Mais quand on viendra maintenant au niveau de notre logger,
log viewer, et je l'ai collé où? Voilà. Quand je vais faire ça, vous voyez que j'ai une deuxième erreur. Donc, je peux comprendre tout de suite que, ah, ici, c'était un problème de là. L'autre ici, c'est quoi? C'est la colonne catégorie. Vous avez maintenant un espace où vous pouvez bien, euh, comment on appelle ça, voir le but. Mais là encore, on peut y accéder sans être connecté. Donc, il y a un mécanisme qui va permettre que si vous avez un système d'authentification, vous allez lui donner même un middleware qui fait que si tu n'es pas administrateur, tu ne peux pas voir la page là. Et c'est tout. Maintenant, aussi pour vous faciliter une bonne lecture et savoir où vous positionnez, vous allez juste avoir l'habitude d'écrire, par exemple, lorsque vous avez une erreur, vous voyez MSP. Ici, souvent, ce que moi je fais, c'est ça. Je fais comme ça, et je vais dire ici, euh, je vais dire contrôleur, contrôleur produit, méthode ajoutée, store. Vous voyez? Méthode store. Et puis je fais ça. Et puis je fais une concaténation. Pourquoi j'ai fait ça? Pour juste me retrouver chaque fois que j'ai une erreur, par exemple, si je veux faire ça, je stocke encore. Voilà. Il a créé l'erreur. Et quand je vais rafraîchir ici, regardez, il te dit exactement que c'est dans les contrôleurs, dans telle méthode, que tu as tel problème. Et ça te permet tout de suite de savoir que, ah, ça se trouve à tel endroit. Parce que les erreurs là, ça peut être, la même erreur peut surgir dans différents, bonjour, d'accord. Dans différentes pages. Vous voyez que ça là, c'est pas Laravel, c'est juste vous-même qui réfléchissez comment facilement vous allez savoir que cette erreur, c'est dans tel contrôleur, telle méthode. C'est vous qui mettez ça en place. D'accord. Donc, c'est bon. On a vu les notifications. On peut notifier les clients que on a enregistré un produit. Maintenant, ce qu'on va chercher à savoir, c'est comment modifier un produit. On a fait l'ajout, on a fait la lecture, on a géré la notification, on a géré les erreurs. Maintenant, comment on va modifier un produit? On veut qu'un bottle là, ça soit en majuscule pour que ça soit un peu plus, hein, petit, quoi. Voilà. Donc pour ça, il faut trouver un mécanisme pour ajouter un champ à côté qui va être un champ d'action. Par exemple, vous voyez, les formulaires prennent 6. Moi, je trouve que c'est grand. Je vais dire que les formulaires vont prendre 4 et cette partie va prendre, non, 8. On est sur un calcul de 12. Donc, je donne au formulaire 4 et la partie des listes de produits 8. Et comment on va faire? On va maintenant dans le front-end, donc dans la partie vue. Et dans la partie vue, ici, nous avons le formulaire était sur 6. Moi, je lui donne 4. Et je vais là où il y a liste de produits, je lui donne 8. Et comme c'est le front-end, quand viens là, ben, il faut rafraîchir pour voir. Et quand on rafraîchit, on voit que le formulaire a pris maintenant 4 et la place de produit, c'est 8. Et nous, on va chercher maintenant à ajouter, par exemple, des liens à côté. Donc ici, je vais dire action, TH, action. J'ajoute juste une nouvelle colonne, hein, action. Et dans le TD, je vais dire action d'abord au début pour voir que tout va bien. OK. Je viens, j'ai rafraîchi. Oh, mon machine ne cherche pas. Ah, c'est bon. Alors, ma luminosité est bonne. Donc, voilà, j'ai ajouté action que vous voyez là. Mais notre objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir un lien ici. Donc, le lien va être quoi? Je vais descendre et je vais créer un lien. Pour créer un lien en HTML, hein, c'est un HTML. Ah, vous faites ça. Vous avez créé un lien qui n'a rien, qui n'a pas de nom. Et ici, vous allez dire modifier pour donner, voilà. Donc là, j'ai créé un lien d'abord juste comme ça. Voilà, modifier, et c'est un lien. Maintenant, il faut dire à ces liens-là que quand je clique dessus, il doit aller où? Donc, il faut venir ici, créer une route pour ces liens-là. Donc, je vais venir dans Web. Dans Web, j'avais juste produit, la vue des produits, les stockages. J'ai besoin de créer une autre route de type GET.
Et cette route doit me retourner un formulaire tout simplement. Ça signifie quoi? Ça signifie que dois commencer par index. Tu vois la page index là, je vais copier ça. Hein, au lieu de copier, je vais faire file, save as, enregistrer en tant que, et ici je vais appeler ça edit. Ça va être toujours dans les dossiers produits. J'enregistre. Maintenant, je sais que dans la page euh, le produit, je vais dire modifier le produit. Alors, modifier le produit, ici, c'est pas un formulaire d'ajout, mais un formulaire de modification. Alors, ici, euh, par exemple, la partie d'affichage, j'ai pas besoin de ça. Je vais virer ça. Parce qu'ici, on va pas afficher la liste des produits lors de la modification. On veut juste afficher les formulaires qui montrent les produits. Donc, avec ça déjà, nous pouvons nous dire que oui, on peut aller maintenant créer. Ici, dans la partie produit, il y a une méthode qui s'appelle edit. Si elle n'est pas là, vous la créez. Cette méthode prend une chaîne de caractères de type, une chaîne de caractères ID. Donc, vous allez dire ici, avant de retourner la vue que vous avez créée là, vous allez dire produit égal à produit, le modèle produit find ID. C'est pour dire que pour modifier un produit, il faut d'abord retrouver ce produit et envoyer ça sur le formulaire pour donner la possibilité à quelqu'un de modifier maintenant les champs. Donc, c'est ça. Il faut trouver les produits. Mais si les produits n'existent pas, j'ai fait produit égal à nul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer un toaster pour dire impossible de traiter cette requête. Voilà. Impossible de traiter cette requête parce qu'il n'a pas trouvé le produit que vous voulez modifier. Et puis, il faut dire return back pour qu'il se redirige sur la page où, où il était. Maintenant, si tout va bien, alors il faut maintenant venir ici, dire return vue et dans la vue, on va faire edit et on va thème produit edit. Et il faut envoyer sur la vue le produit que vous avez retrouvé. C'est tout. Mais quand vous envoyez les produits, il faut envoyer le même métadonnées que vous avez envoyé lors de la création. Parce que pour la modification d'un produit, vous avez besoin de la liste des catégories, puisque peut-être vous voulez changer la catégorie. Or, le produit qui vient ne va amener que la seule catégorie à laquelle il appartient déjà. Donc, il faut lui envoyer la liste de catégories comme on a envoyé lors de la création du produit. Ça y est là. On va copier ça. On va lui envoyer ça ici. Donc, on fait catégorie. Et ici, on va dire catégorie. Catégorise. Voilà. C'est bon. Maintenant, avec ça, on va aller créer une route. On a d'abord préparé la partie vue, la partie contrôleur. On va aller maintenant créer la route qui va nous afficher ces formulaires-là. Et pour cette route-là, je vous informe encore sur quelque chose d'autre. Dans vos routes, toutes les routes de type get doivent se suivre. Si vous avez une route post, ne mettez pas get après post. Ne mettez pas get après put. Pourquoi? Parce que le système risque de ne pas voir le get. Il veut que vous puissiez aligner les get avant, le post, le put et les delete. Donc, au lieu de mettre produit la route ici, je vais la mettre ici. Faut respecter cet ordre-là. J'ai vu des gens, il a travaillé son système, il s'est retrouvé devant la route, il a toutes ses routes, mais ça ne marche pas. Et quand il me montre, j'analyse son code, je vois qu'il a mis la route get en bas des routes post. Je dis, prends seulement ta route là, remonte ça, il remonte et ça marche. C'est pas de la magie, c'est moi qui ai fait ça. C'est comme ça. Moi, j'ai trouvé ça dans la rue. Non, en fait, c'est juste que je sais pas si la Ravel a aligné. Quand on regarde le méthode HTTP, euh, regardez le méthode HTTP. Tu vois comment on les aligne?
Donc, on va faire ça. Nous avons get, nous avons header, nous avons post, nous avons put, delete. Il y en a beaucoup. La plupart de ce qu'on utilise, c'est get, post, put et delete. Ça, c'est basé sur le serveur HTTP. Et tout ce que Laravel implémente, il implémente par rapport à ce que les serveurs. Si on passe à l'HTTP, par exemple, 2.0, si les choses changent, on va se mettre à jour. Puisqu'on était à l'HTTP 1.0, 1.1, maintenant on est à la version 2. Il y a des choses qui... Au début, on n'avait pas les posts et les puts. On avait seulement get et post. Maintenant, aujourd'hui, vu que l'HTTP a évolué, on a maintenant le put, les delete, ça n'existait pas. Donc, c'est au fur et à mesure que la technologie du serveur web évolue que les langages de programmation implémentent aussi ça. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'invention de ma part. C'est ce qui existe et c'est ce que la Ravel a implémenté. Donc, voilà. Ici, on va dire notre route pour afficher les formulaires, hein. La route get qu'on crée, c'est pour afficher les formulaires des modifications. Donc, je fais deux points, je vais faire get. Mais la seule différence, quand vous affichez votre formulaire, vous avez besoin de spécifier les produits, l'idée du produit, parce que dans votre route, dans votre formulaire, plutôt contrôleur, la méthode edit prend en paramètre un ID. Cette idée-là vient de la requête HTTP que vous envoyez. Et cette requête-là, c'est ici. Donc, vous devez dire ici, vous allez mettre un seul moustache au lieu de double moustache. Vous faites ça. Et vous dites à l'intérieur ID. Et puis vous faites slash edit. En réalité, cette, je vais faire ceci, vous allez voir. Name, je vais dire produit.edit. Alors, à quoi va ressembler notre route? Dans les navigateurs, quelqu'un aura l'obligation de taper produit, slash, plutôt, produit, slash, il met, par exemple, 2, slash, edit. C'est pour dire que je vais modifier le produit numéro 2, dont l'id égale à 2. Ce que nous, on a fait là, c'est ça. Donc, id ici, vu qu'on ne peut pas lui spécifier déjà que 2, mais si le produit qu'on veut utiliser, c'est 8, on fait comment? Lui va interpréter ça par rapport au navigateur. Donc, dans les navigateurs, ici, par exemple, on viendra ici pour dire slash 2 slash edit. Et quand on va faire ça, il n'a pas, il n'a pas trouvé. Pourquoi? Parce que, je vais revenir ici, je n'ai pas enregistré la, regardez, j'ai ajouté la route, mais je n'ai pas enregistré. J'ai encore la route blanche là. Quand c'est enregistré, vous avez l'X. Quand je fais ça, c'est bon. Quand je reviendrai ici, je fais ça. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit produit euh, slash id edit has no action. Il n'y a pas d'action. Je viens là. Je vais lui dire l'action, c'est edit. Parce que l'action, c'est la méthode edit qui se trouve dans le contrôleur. Et donc, quand je reviendrai encore, est-ce qu'il va m'afficher la même erreur? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Edit, cette page ne fonctionne pas. Alors, je vais vérifier au niveau de, voilà, j'ai produit, j'ai ID, et puis j'ai edit qui pointe sur edit. OK. C'est ça. J'affiche d'abord le produit. Alors, impossible de traiter cette requête, en fait. C'était ça le problème. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans nos produits, il n'y a pas d'idée de. Vous voyez. Et comme moi, j'ai tapé ça dans le navigateur sans être ici, il ne pouvait pas te rediriger quelque part. Il ne sait pas où il va te rediriger. Voilà pourquoi il a fait. Maintenant, si vous pointez ça ici, vous voyez là où il y a modifié. C'est là qu'on va mettre le lien là. Pour ça, je viens dans la vue. C'était dans index, hein. Faut bien savoir où vous mettez ça. C'est dans index qu'on a modifié. Et c'est ici qu'on va dire double moustache. On fait route et puis on va mettre edit. Nous avons déjà produit.edit. Mais produit.edit est une route qui prend en plus un paramètre l'id. Vous allez juste faire ça, virgule, vous mettez l'id.
Mais l'idée là vient d'où? En réalité, c'est l'idée qui vient de produit-idée. Parce que l'idée du produit, c'est ça que vous passez dans le cas. Quand vous avez fait ça, c'est bon. Regardez, j'enregistre. Quand je reviens ici, j'ai rafraîchi un peu. Remarquez au coin ici, hein? Quand je vais survoler sur modifier, vous allez remarquer quelque chose au coin là. Je survole sur modifier. Vous voyez quoi? Quand je descends ici, vous voyez quoi? Quand je viens là, voilà. Donc, c'est par rapport à l'idée du produit. Le lien qu'on a créé là, le placeholder qu'on a mis entre moustache ID là, il est remplacé par le vrai ID que vous passez par votre navigateur. Et c'est ça qui lui permet, lui, de comprendre que, ah, on cherche cette idée-là, donc je dois retrouver le produit là. Et pour preuve, quand je vais cliquer ici, regardez ce qu'il va faire. Il va m'afficher les formulaires d'édition. Maintenant, ici, on n'a pas encore maintenant affiché les vraies informations venant de ces produits-là. Et on va les afficher dans les valeurs. Donc ici, je vais venir dans Edit. Même cette route, on va changer. Ici, là où on avait mis Old Value, on va virer ça. On va mettre maintenant, toujours entre moustache, hein, double moustache. On va maintenant dire produit, tirer, non, produit. Parce que le produit s'appelait produit, non? Voilà. Mais produit, là vient d'où? C'est les produits qu'on a passés ici, dans notre vue. On lui a passé le produit. Et c'est comme ça qu'il accède à ça ici. Donc, on peut afficher les produits. Et puis ici, pareil, on va afficher quoi? La catégorie. Alors, ici, on a envoyé une liste des catégories. Et ici, là où il y avait old, on va dire tout simplement produit, tirer, catégorie. Et il va sélectionner automatiquement la catégorie de ces produits-là dans la liste. Et dans le prix, pareil, on va faire produit, tirer, prix. Et c'est fini. Quand on reviendra là, on rafraîchit. Voilà. Il nous affiche un button, nanani, nanana. Et ici, vous avez formulaire de modification, nom du produit. Voilà. Maintenant, après, si vous voulez aller au retour, c'est-à-dire que aller à bas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez venir là où il y a les boutons. Vous ajoutez un autre bouton que vous allez appeler, par exemple, input. Vous allez appeler ça A. Et puis, vous allez dire, je veux que tu sois le bouton de retour. Donc, je vais dire route. Et puis, je vais dire produit index pour aller à retour. Et ici, je vais dire retour. Voilà. Quand je fais ça, voilà, j'ai les boutons qui est là. Si je veux lui donner un peu de beauté, je fais classe btn warning. Voilà, retour. Et quand je clique ici, il va aller. Et quand je vais cliquer sur mon panneau, et quand je clique, au fur et à mesure. Oui. C'est possible. C'est du JavaScript tout simplement. C'est possible. Mais sauf qu'il faut comprendre une chose. Babel est un framework no code. Moi, je travaille sur Babel côté développement pour intégrer les choses que Babel n'a pas. Les API, Momo et autres, puisqu'il y a les gens qui utilisent Babel pour créer leur site et autres. Bon, il faut vraiment faire la différence entre le no-code et les frameworks. Voilà. Hein? Ouais, ouais, ouais. Faut vraiment dissocier les deux. Parce que le no-code, c'est que tu vas même pas toucher au code source. Quand tu es sur Babel, tu touches pas au code source. Voilà. Ça, là, c'est possible de faire ça. C'est du JavaScript. Et je peux le faire. Mais est-ce que ça couvre, je sais pas, ça pourrait intéresser certains ici. Oui, on peut le faire. Parce que là,
on va désactiver tout le comportement par défaut de lien. On va créer ça devient du JavaScript. Et en cliquant ici, on a la possibilité de prendre des informations qui vont être envoyées comme des métadonnées dans les formulaires. Et on doit être à mesure de changer. Je pense que après la pause café, on pourra faire ça si ça intéresse les gens en tout cas, de voir si c'est ce que vous voulez. Hein? Non, c'est pas plus facile. C'est juste des logiques, des méthodes que tu veux. J'aurais pu aussi me dire que ces formulaires-là, quand vous cliquez sur le bouton, d'ailleurs, c'est ça qu'on va faire. C'est mieux que les gens voient que tu peux exécuter comme ça un formulaire en passant par une méthode normale et en passant par de l'Ajax, ce qu'on appelle la méthode asynchrone. Tu cliques, tu ne vois rien qui change, mais il a déjà envoyé la requête, il traite et tu as la possibilité de dire, par exemple, ici au bouton patienter quelques temps. Et quand la requête est finie, il va dire de donner un registre avec. Donc tout ça là, c'est des choses qu'on couvre avec du JavaScript de jQuery. Donc, mais pour un début comme ça, ce qui compte, c'est qu'on a créé des formulaires. On peut voir, même si tu crées une page, tu peux modifier. Tu crées des formulaires, tu as ça. Si tu veux modifier, maintenant pour valider ça, c'est ça qu'on va faire et puis on prend la pause café. Donc, il faut maintenant cliquer sur enregistrer pour que tu puisses envoyer cette modification, qu'elle soit prise en compte. Pour ça, il nous faut encore une autre chose. On va venir dans le contrôleur produit. Il y a une méthode qui s'appelle update. C'est cette méthode qui va s'occuper quand tu cliques sur le bouton pour modifier. Cette méthode update ressemble un peu à la méthode create store. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier tout le code qu'il y a là. On vient dans update, on colle ça. Mais dans update, qu'est-ce qui va changer? Déjà, quand on modifie, on va pas avoir le critère de unique. Mais le reste va rester comme ça. Et les produits, on va pas le créer parce qu'on est en train de trouver un produit qui existe. Pour ça, je peux venir ici, je prends ça, je colle là. C'est là que les copies-coller va vous servir. Vous supprimez juste catégorie parce que vous n'avez pas besoin. Vous devez retrouver le produit d'abord. Parce que même quand vous exécutez, il faut retrouver d'abord le produit là. Parce que lors de l'exécution, quelqu'un peut envoyer un autre produit. Il faut retrouver que ce produit-là est là. S'il n'est pas là, impossible de faire cette requête. Et comme vous avez des données, et dès que c'est bon, maintenant vous supprimez ici parce que vous avez déjà retrouvé le produit. Ici, vous venez juste modifier les champs et puis vous sauvegardez. Et ici, ça va être produit, modifié avec succès. Et ici, une erreur est survenue. Et c'est tout. Méthode update. Ça, c'est la méthode. Après la méthode, vous allez créer la route. Et ici, vous viendrez ici pour ajouter la route. Et cette route va être la route de type put, parce que c'est la modification. Vous voyez? Put. Et cette route va prendre aussi un placeholder ID, parce que souvent, c'est comme ça qu'on va appeler ça. Et puis, l'action, c'est update. Donc, on va faire ça comme ça. Aim, ça va être produit, point, update. Ici, ça va ressembler à produit 2 slash update. C'est ça la méthode qui va appeler pour exécuter. Et si on part, on s'amuse à enregistrer, je vais venir par exemple dans Edit, je dois changer ici, là où il y a Store, ça va pas être Store, ça va être Update. Voilà. Et il faut lui passer le placeholder. C'est produit-id. Alors, si vous vous aventurez à cliquer sur le bouton, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on a défini cette route en tant que la route de type put. Jusque-là, l'HTML n'a pas encore intégré ça. Vous voyez, nous, on va laisser la méthode post. Mais à la Laravel, on a une possibilité de lui spécifier. On va juste faire arrobase méthode et on met put et c'est fini. Si vous omettez ça et que vous êtes sur une route de type put, ça ne va pas marcher. Pour preuve, on va d'abord mettre ça en commentaire et on vient là, on rafraîchit. C'était un botton, on va dire un botox, comme ça.
et j'ai fait enregistrer. Vous voyez? Il vous pose ce problème. Il dit, the method post is not supported. Donc ici, quand vous venez là, vous faites ça, vous revenez, vous rafraîchissez un peu, et quand vous allez dire Inbotox, vous faites enregistrer. Alors, il dit quoi? Une erreur est survenue. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on a copié la méthode, dans la modification, on a copié tout ce qui était dans dans l'insertion. Or, dans l'insertion, il y a un champ qui s'appelait catégorie. Nous, on a ajouté S à la fin. Donc, voilà. Donc, ici, si vous revenez à produit, vous verrez que catégorie, c'est pas catégorie, mais c'est comme ça. Et dans l'insertion, il faut déjà corriger ça. Voilà. C'est juste ça qui a un problème. Donc, quand on va revenir ici, Inbotox, on fait ça. Voilà. Produit modifié avec succès. Et donc, si vous venez ici, vous allez voir Inbotox. Mais quand il modifie le produit, on a besoin de retourner sur la liste des produits. Pour ça, quand il a fait, au lieu de faire return back, vous pouvez dire return redirect. Vous vous redirigez vers la route produit index. Voilà, c'est tout. Comme ça, on va essayer quelque chose d'autre. Je vais modifier Mukalu. Je vais appeler ça Mukalu au pluriel, c'est ça. Mukalu, non? Bon, Mukalu. Voilà, Mukalu. Ça va être 3500. Quand j'enregistre, vous voyez, il modifie et puis il redirige sur la page index et je peux voir là Mikalu. Vous voyez? Il n'est pas resté sur la page edit, mais il a redirigé vers. C'est tout. C'est bon? Non, le bouton retour a son sens que lorsque par exemple, quand tu cliques là, tu ne sais pas ça que tu voulais faire, voilà. Mais là, tu as déjà cliqué. Donc, quand tu cliques, il va vers une opération, il doit faire une redirection. Nous, on faisait return back. Donc, on redirigeait sur la page avant l'autre qui était en action. C'est bon? Merci. Bon petit déj.